Va me rejoindre sur ce plateau notre invité de ce matin pour essayer d'analyser, décrypter, percevoir ce qui est derrière le miroir, faire en sorte de rentrer dans une sorte de compréhension un peu plus profonde de cette sortie du président de la République, Patrice Talon, qui a dit un certain nombre de choses. Lui, c'est un journaliste, un confrère, un essayiste, et donc il est sur ce plateau. Monsieur Ange Banoé, bonjour. Bonjour Alain Souchoumaï et bonjour téléspectateurs. Bienvenue dans votre maison. Le plaisir il est partagé. Allez, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Banoé, quelles sont vos premières lectures de la sortie médiatique du président Patrice Talon? D'entrée, il faut reconnaître d'abord la situation sociopolitique que traverse actuellement le Bénin et qui, dans une certaine mesure, invite les acteurs politiques à divers niveaux de responsabilité que ce soit à reconsidérer leur position. Et lorsqu'on analyse cette sortie du président Patrice Talon, qui fait suite non seulement à une déclaration de l'ex-président Boni Yayi et actuel président du Parti Les Démocrates, suite, je ne dirais pas, à la non-validation du duo du Parti Les Démocrates. Et plus précisément, suite à leur rencontre, d'où rien n'a filtré. D'où rien n'a filtré. Et vous aurez pu constater qu'à sa sortie de la rencontre, rien n'a filtré. Il a fallu attendre que la Cour constitutionnelle se prononce sur le dossier du duo. Et même qu'on ait eu un silence plat qui a été suivi de la déclaration du candidat du parti. Et jusque-là, beaucoup s'attendaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé véritablement entre les deux hommes. Mais curieuse coïncidence, Boni Yayi a fait sa déclaration et quelques jours, sinon le vendredi qui a suivi, au Parlement, il y a eu un chamboulement du groupe parlementaire Les Démocrates. Et vous constatez que lorsqu'on prend la suite de ces événements, je ne dirais pas non-validation de candidature du duo, la déclaration de Boni Yayi, et ensuite, je ne dirais pas la démission des députés du groupe parlementaire. Vous ne pouvez pas parler de débandade. Bon, en tout cas, chacun a apprécié à sa manière. Cela fait des éléments cumulatifs qui, au sein de l'opinion, ne pourraient pas passer anodins et qui, de plus en plus, crispent l'opinion et amènent les citoyens à s'interroger sur bon nombre de choses. Et je pense que la sortie du président Patrice Talon, en clair, c'est une opération déminage, comme on l'appelle, en stratégie de communication politique. Parce qu'il fallait forcément, tout en voulant calmer les ardeurs, parce que, vous savez, le pays les démocrates aujourd'hui fait figure de l'un des partis d'opposition, en tout au moins les plus, je ne dirais pas, je ne me taguerai pas de mesurer, mais qui fait partie quand même d'un des partis de l'opposition, sinon le principal parti d'opposition, puisqu'il est le seul représenté au Parlement, et qui, dans une certaine mesure, anime la vie politique à travers, je ne dirais pas, ses sorties et ses propos qui vont plus ou moins à l'encontre de la gouvernance du régime en place. Donc, en clair, c'est une opération de déminage. Maintenant, quitte à ce que chacun puisse, à travers cette sortie, tirer ce qu'il a de sa compréhension et de sa perception par rapport aux éléments de langage envoyés au sein de l'opinion. Alors, M. Banoé, est-ce que vous pensez que la sortie du président Patrice Talon est venue apporter de l'éclairage sur un certain nombre de zones d'ombre? Dans un premier temps, je m'en voudrais de répondre par oui ou par non. Mais il y a un élément nodal. C'est toujours, nous sommes toujours en face à ce qu'on a de la sempiternelle, je ne dirais pas guéguerre, en griffe, Yayi Talon. Et c'est là où l'opinion est un peu rebutée. Parce que si après 10 ans de gouvernance, 10 ans de rupture et de nouveau départ, cette guéguerre continue, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Non pas sur tous les plans, mais sur le plan politique, il y a quelque chose qui n'a pas permis aux populations véritablement de pouvoir se départir de cette guerre qui allait, dans une certaine mesure, amener une tempérance au sein de la vie politique. Et moi, je ne fais pas dans la langue de bois, mais je pourrais d'emblée vous faire remarquer qu'il s'agit, dans un premier temps, de ce qui est non seulement les lois électorales, qui aujourd'hui éprouvent les acteurs politiques. Vous savez, même lorsque nous parlons de démocratie et autres, il y a au niveau des lois, on parle de l'égalité et mieux encore de l'équité. Et ça, aujourd'hui, c'est même dans toutes les chapelles. Même si on dit que vous êtes tous égaux par rapport, face aux lois, il y a un moment donné qu'on se demande, mais si nous sommes tous égaux, est-ce que face à quelqu'un qui a un handicap et quelqu'un qui n'en a pas,
Est-ce qu'on parlera toujours d'égalité? Mais là, il faut parler d'équité. Oui. Mais est-ce que les lois semblent, bien qu'elles, si elles paraissent égales et doivent s'appliquer à tout le monde, est-ce qu'au travers de ces lois-là, on arrive à percevoir une équité? Parce qu'il faut le reconnaître, même si c'est un seul, on dit dans un oui général, même un seul non est significatif. Oui. Si vous avez 100 personnes et 99 personnes sont d'accord et que même une seule personne dit que... Il faut tenir compte de son avis pour tout au moins maintenir la cohésion. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on s'imagine aujourd'hui le nombre de Béninois qui se retrouvent derrière, je ne dirais pas ce parti, il est de bon ton. C'est quand même une grosse portion de la population. En tout cas, je ne pourrais tout au moins le quantifier, mais je remarque tout au moins que c'est un parti qui traite quand même des foules. Dans sa sortie, le président Patrice Talon semble, je ne dirais même pas semble, il a officiellement reconnu que la guerre entre lui et le président, l'ancien président Boni Yayi doit cesser, reprenant ou confirmant ainsi les propos d'un confrère sur ce même plateau qui demandait que l'on sorte du ping-pong Yayi-Talon. Écoutez, c'est un peu, je ne dirais pas ce qui semble griser un peu ces 10 dernières années, lorsqu'on prend le débat politique, c'est qu'on a cesse de ressasser, je ne dirais pas, cette dualité-là. Ouais. Et mieux, on aurait pu s'attendre à ce que, à travers certains actes, qu'on puisse véritablement en griffe mettre sous éteignoir Boni Yayi. Mais malheureusement, on a constaté à l'arrivée que, curieusement, certains faits continuent de pouvoir le ramener au-dessus au-devant de la scène. Non pas appeler à son retrait de la politique. Non, un ancien président, je donne un exemple qui est assez patent. Lorsque vous prenez par exemple aujourd'hui aux États-Unis, la dernière élection de mi-mandat qui est en cours, on a vu l'engagement de Barack Obama, on a vu le résultat que ça a apporté aujourd'hui à travers les résultats qui sont en train de sortir. Donc, on ne peut pas demander à un ancien président de quitter le devant de la scène politique, quelle qu'en soit la bonne volonté, puisque dans une certaine mesure, il reste forcément une valeur morale et politique. Maintenant, est-ce que les actes politiques qui ont été pris ont permis d'endiguer son influence? Maintenant, si les actes qui ont été pris en termes d'actes politiques, que ce soit des lois électorales, généralement, par exemple, sur ce plan, que ce soit... Parce que vous vous rendez compte que malheureusement, c'est lorsqu'il s'agit des questions politiques que les acteurs politiques en griffe font vivre la misère aux populations. Parce que je ne vois pas autant d'engouement lorsqu'il s'agit, par exemple, d'apporter de l'eau, du pain, et pour les questions de santé aux populations. D'augmenter les salaires. Et d'augmenter les salaires pour ceux qui le demandent. Donc, quelque part, il faudrait que... si véritablement on veut avancer sur ce chapitre-là, il faudrait... Je prends par exemple le cas du code électoral. Oui. La seule loi électorale qui a permis de passer plus de 2 élections au Bénin, c'est le code de 2013. Oui. Et dès que les codes qui ont suivi, il y a eu on est arrivé à près de 4 retouchements, 4 relectures. Et tout récemment, on a eu une relecture. Vous voyez, et quand vous voyez que les lois électorales sont touchées, retouchées, et non seulement ça, il faut les expérimenter pour pouvoir rester dans le temps, pour les rendre accessibles aux acteurs. Je prends même un dernier cas de figure. Oui. Tout récemment, il y a quelques jours, les partis politiques sont en train de déposer leur dossier de candidature pour les communales. 3630, si je ne me trompe, dossiers. Ce n'est pas 300, 3000. Et donc, vous vous rendez compte que si, par exemple, pour une virgule ou bien pour quelqu'un dont le nom est coché et qu'on devait, par exemple, sanctionner tout ce bon nombre-là pour un parti, vous voyez ce que ça pourrait créer. Les lois électorales ne peuvent pas être, je ne dirais pas, des pilules à avaler. Elles doivent être digestes et faciliter à ce que tous les acteurs qui désirent, qui tout au moins conformes aux exigences, puissent y participer. Quitte maintenant aux populations de pouvoir départir en fonction du programme ou bien de la vision que porte chaque... Mais lorsque les populations se rendent compte que peut-être que certains se retrouvent dans une posture où... en griffe, bon an, mal an, ou bien de façon apparente et autres, sont face à des, je ne dirais pas, ce qu'on pourrait appeler à des chimères, et là, ça crise. La situation devient chrysogène. Et c'est à ça que je pense qu'il ne faudrait pas qu'on en arrive. Il faut que les acteurs politiques travaillent à ce que les lois politiques ne soient pas ceux qui créent des chimères aux populations, mais plutôt que ceux qui va véritablement créer, qui travaillent, qu'ils œuvrent à ce que ces lois-là soient digestes, accessibles et compréhensibles pour tous. Parce qu'on a vu à plus d'une fois que des lois qui sont prises au Parlement, on se réfère à des institutions. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec la question de l'autoparrainage. Si on s'en tient véritablement à ce que la loi n'interdit pas est prescrit,
cela ne devrait pas poser un problème. Mais dans la mesure où le sujet se pose, pourquoi est-ce que les parlementaires n'ont pas cherché à légiférer ou bien à statuer, et c'est la Sénat qui doit aller leur expliquer cela. Donc ces éléments-là amènent à ce que, et quand vous voyez que ce genre de situation peut profiter à un camp et défavoriser à un autre, vous vous rendez compte que la crise peut naître. Dans l'opinion, ça laisse un hic. Monsieur Banoué, on comprend, et toujours à l'aune des déclarations du président Patrice Talon, qui dit qu'il va instruire son camp à rencontrer les frondeurs et démissionnaires. Est-ce que vous entrevoyez déjà une destination pour les démissionnaires? Écoutez, par rapport à ces propos du chef de l'État, c'est son avis et nul ne peut le soustraire à cela. Simplement que la seule chose à laquelle moi je me réfère, c'est la réforme du système partisan. Où est-ce qu'on est parti et quel est l'objectif visé, et est-ce qu'à travers ces jeux, ce qu'on désignait malheureusement de transhumance politique, si cela est en train si on est en train de mettre fin à cela, parce que je pense que c'est l'un des éléments premiers de la réforme du système partisan. Et mieux encore, des grands ensemble. Et mieux encore, de la loi portant statut de l'opposition. Et dans cette loi, j'ai bien envie de citer, si cela ne va pas mettre du temps à retrouver l'article. Oui, allez-y. Normalement, aucun parti de l'opposition ne peut s'acoquiner avec un parti de la mouvance. Et nul ne peut quitter l'opposition pour la mouvance sans avoir fait une déclaration officielle. Et on a constaté que, malgré que cette réforme-là existe pour pouvoir permettre à ce que l'opposition ne soit pas en griffe, infiltrée et vidée de ses substances, qu'il y a toujours des pratiques qui courent, qui permettent à ce que des acteurs politiques qui se réclament du jour de l'opposition, en journée de l'opposition, en soirée, on se demande, mais finalement, ils sont de quel camp? Et là, ça pose un problème, non seulement en termes d'éthique. Vous faites allusion au parti FCBE qui est de l'opposition, qui déclare de l'opposition, mais qui a obtenu des parrainages de la mouvance présidentielle. Est-ce qu'il y a un élément d'incompréhension d'opposition modérée, mais ça, ce n'est pas ma lecture. Parce que lorsque vous prenez un parti d'opposition, et lorsqu'on prend même d'abord comment on appelle, la loi portant statut de l'opposition, cela ne devait avoir lieu. Cela ne devait se comprendre. Le parti d'opposition est appelé à être l'alternative de la mouvance, ou bien du pouvoir en place, à faire des propositions. Loin de moi de parler de ce que certains pourront appeler un bras de fer politique. Non. Mais mieux encore, lorsque nous prenons par exemple aujourd'hui le Parlement béninois. Le Parlement béninois n'est pas un gouvernement où il faut avoir des accords de gouvernance pour pouvoir siéger au Parlement. Le Parlement, on n'est pas dans un système parlementaire où le président doit être élu par le Parlement, et si un groupe de parlement ou bien ceux qui ont la majorité n'ont pas le nombre de sièges pour pouvoir élire le président, il faut trouver des accords. On est dans un système présidentiel que certains calculent même de fort, où, et mieux, les députés, il n'y a pas de gouvernement le président du Parlement est le primus pares, il est le premier parmi ses pairs, il n'est pas membre du gouvernement. Il n'est pas membre, le bureau du Parlement n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas l'exécutif. Bien évidemment. Le Parlement est là pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Donc, certaines dispositions aujourd'hui, même si l'ambition ou bien la vision est peut-être telle que souhaitée d'avoir des partis politiques forts, on n'aura plus trouvé d'autres mécanismes qui auraient pu permettre à ce que les partis puissent chercher à se réunir, ou bien que les acteurs politiques puissent chercher à se réunir, ou bien mieux, on a constaté que même sur la loi portant charte des partis politiques, bien qu'on ait demandé aux partis politiques d'avoir une vision, un logo, un projet de société, il n'est mis nulle part le mécanisme, par exemple, de désignation des candidats. Normalement, parce que on doit pouvoir spécifier officiellement, par exemple, qu'il doit y avoir des primaires. De préliminaires, et comment ça va se passer? Si on continue toujours comme ça, parce qu'on pourrait penser que c'est de la responsabilité des partis, mais un parti politique que le contribuable finance, le contribuable doit pouvoir aussi avoir le regard sur son fonctionnement, et non que ça devienne encore une propriété privée, parce que c'est ce que nous avons refusé en disant qu'il faut aller à la réforme du système partisan, éviter d'avoir des partis de famille, des partis claniques, en griffe, etc., ou bien des partis qui sont des boutiques en griffe, de la propriété privée de certains. Des partis entremetteurs, par exemple. Donc, lorsque vous prenez ces éléments-là, vous vous rendez compte que véritablement, le véritable problème qui a couru durant ces
en griffe 10 dernières années, c'est une question de logistique qui a véritablement créé de la chamaillerie entre les acteurs politiques et malheureusement a contribué à ce que nous n'aurions pas souhaité, à des pertes en vies humaines et à des tensions politiques, ce que moi j'aurais trouvé d'inutile. Il faut donc travailler à assurer des élections transparentes, mais surtout paisibles pour les populations. Le dernier sujet que nous allons aborder, Ange Banoin, c'est bel et bien cette initiative de 2 députés de la mouvance présidentielle qui estiment qu'il faut mettre en place un Sénat. Vous savez, cette question, premièrement, après avoir eu cette annonce, ma première question, c'est de savoir quel type de Sénat, ou bien qu'est-ce qu'ils mettent dans le Sénat. Parce que le Sénat que moi je connais, c'est une chambre haute, comme aux États-Unis, par exemple. Voilà, et il y a le Sénat également, dans certains pays également, même le Togo voisin a un Sénat. Le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais le Sénat, en réalité, n'est pas je ne dis pas une institution de personnes en griffe qui ne sont pas non élus, qui n'ont pas souscrit à un suffrage. Même s'il devait y avoir des personnes qui vont y siéger, ça ne devait pas être le fond de cela. Et mieux, aujourd'hui, beaucoup se demandent, est-ce que c'est ça l'opportunité? Si nous avons une Cour constitutionnelle qui, normalement, doit jouer le rôle, je ne dirais pas, de conciliateur, qui doit arbitrer les différents politiques, pourquoi est-ce que ces personnes qu'on souhaite, qu'on semble penser ou bien qu'on pense qu'ils peuvent avoir un rôle de peacemaker ne sont pas orientés, par exemple, à être intégrés à l'organigramme, à la loi organique de la Cour constitutionnelle ou constituer au moins... Les initiateurs estiment qu'il faut trouver un espace pour occuper les anciennes personnalités de la République, pour parler de sages, par exemple. Vous savez, c'est là où parfois aussi les trucs sont un peu en griffe les uns à l'antipode des autres. Si on suspecte qu'il y a trop de... Comment on appelle ça? Présence. D'activité politique à outrance face à ce que en griffe c'est un désir d'activité de développement en griffe. Et là, sur ce point aussi, on pouvait en revenir parce que le développement, ce ne sont pas que des infrastructures, c'est aussi la superstructure, c'est la manière de penser. Et la manière de penser prend en compte la vision politique, c'est-à-dire le régime politique sous lequel on veut mettre en place ce mécanisme de développement. On peut se dire qu'en réalité, ce Sénat, de mon point de vue, non seulement ne me semble pas trop opportun, ne semble pas opportun aujourd'hui parce que le Sénat, ça va forcément créer une institution budgétisée, même si certains des membres du Sénat sont déjà en griffe, ont déjà des émoluments par rapport... Ils sont des pensionnaires. Les initiateurs estiment que ça ne va pas avoir une incidence financière sur le budget de la République, La petite question que moi, je vous demanderais de ne pas poser, c'est que si éventuellement il y avait un Sénat, au moment de la brouille entre le Bénin et le Niger sur la question de pipeline, est-ce que si les anciens présidents étaient membres du Sénat, leur médiation au Niger aurait le même effet que ce que ça a eu? Parce qu'une fois que vous appartenez de façon officielle à une institution républicaine, il serait difficile que vous deveniez un médiateur. Un médiateur doit être neutre. Et dans le cas d'espèce, si un chef de l'État... Et dites-vous qu'il y a toujours eu, même le président Patrice Talon également l'a fait, il y a toujours eu des moments où les présidents des S6 ont sollicité à prendre des avis. Maintenant, c'est qu'il faut peut-être voir s'il y a un mécanisme qui va amener peut-être à... malgré la volonté d'un chef de l'État à ne pas le faire, a décidé d'aller à la rencontre. Parce que de façon naturelle, les anciens présidents ont pris sur eux le devoir de... En tout cas, j'ai vu par exemple, même sous Kérékou, il n'y avait pas... il y avait le président Zissou, et je pense que même si de façon officielle, il n'y a pas eu d'échange malgré tout le passé... En coulisses, il y avait quand même des actions. Et après cela, Boni Yahi a fait de même. Il a même rencontré même certains présidents l'ancien président qui étaient par exemple des groupes... Bruno Amoussou, par exemple, il a visité à deux mois. Parce qu'à deux mois, lorsque vous voulez prendre des actions politiques fortes qui ont des impacts, vous ne pouvez pas vous contenter simplement en griffe de votre vue personnelle. Vous devez au moins confronter cela avec vos conseillers que vous avez nommés. Cela. Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? C'est l'acte c'est là où peut-être on peut observer une ambivalence, c'est le fait de mener l'acte et que derrière l'acte, le fait d'aller vers les autres, et derrière l'acte qui sera pris, sera pas forcément en ligne directive. Ange Banoin, je vous arrête pas. Il y a quelque chose qui semble nous échapper. Moi, je voudrais savoir. Le président Patrice Talon affirme qu'il faudra prendre une loi qui le sorte, lui,
de la sphère politique, ainsi que son alter ego, si je puis me permettre, Boni Yayi, du terrain politique, pour qu'eux deux se retrouvent dans une sorte de structure de sages. Comment est-ce que deux personnalités, avec des personnalités aussi fortes, pourraient se retrouver à nouveau ensemble, dans le même temps en souhaitant quitter le terrain politique? C'est là où c'est là où moi je vous ai parlé d'une opération de déminage, et mieux encore, peut-être vous savez, dans une posture, on peut avoir des ressentis personnels. En tant que président en exercice, qui fait face en griffe à ces difficultés, en griffe à certaines réalités, on peut avoir des ressentis. Mais lorsqu'on quitte la peau de ce magistère, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres réalités. Sous le mandat de Boni Yayi, n'était pas aussi en de bonne intelligence avec Nicéphore Soglo. Mais une fois qu'il est passé de l'autre côté, qu'il est devenu ancien président, vous avez vu quelles sont les complicités qu'il y a eu entre eux. Donc, ça dit qu'on ne pourrait pas simplement se statuer sur le présent pour définir l'avenir. Même si nous pouvons faire des projections, c'est que nous devons aussi tenir compte de ce que certains appellent les aléas ne seront pas toujours les mêmes. Ange Banouin, eh bien, on aurait aimé continuer cette discussion, mais vous savez aussi bien que moi, en tant que journaliste, que la denrée la plus rare et à bien gérer par ici, c'est le temps. Si vous avez un mot de fin, que diriez-vous? Si moi j'ai un mot de fin par rapport à la situation qui provoque, j'entends beaucoup de choses. Et de l'avis de certains, par rapport à ce qui se projette, on constate que des acteurs politiques, et mieux le chef de l'État, a envie d'implémenter une vision. Mais moi, je me demande pourquoi est-ce que... On pourrait l'appeler comme on veut, mais beaucoup, et bien je l'ai écrit dans mon ouvrage paru en 2021, beaucoup évitent la question d'une assise nationale, appelez ça comme vous voulez, mais il est toujours important que lorsqu'on veut prendre des changements majeurs, qu'on puisse rassembler, je ne dirais pas les acteurs politiques, parce que la vie de l'État ne se résume pas aux acteurs politiques, mais de faire asseoir toutes les composantes de l'État, de leur présenter les différentes options et qu'ensemble ils puissent en décider. Même la Chine, dont beaucoup parlent aujourd'hui, qui disent que la Chine et que certains en griffe sous étiquette ne disent pas quel est le modèle politique, a changé depuis quelques années son modèle et ne se limite pas beaucoup plus simplement aux infrastructures, mais beaucoup plus pense à l'humain. Et je pense que c'est la vision actuelle, c'est d'investir sur l'humain et de rendre... parce qu'aujourd'hui, partout, on parle de l'indice de développement humain. Malgré les infrastructures, il faut que les gens se sentent bien. Ange Banouin, merci, on vous aura compris. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Revenez-nous quand vous voulez. En tout cas, nous, on ne va pas se lasser de vous inviter. Le plaisir je vous souhaite une très bonne journée. Merci et bien quelqu'un d'autre va prendre votre siège.